À la fin de sa vie, Jean-Louis Barrault semblait avoir trouvé le repos dans le silence des coulisses, aux côtés de son éternelle compagne Madeleine Renaud. Loin des projecteurs, il observait son passé comme on feuillette un album aux pages jaunies, chaque photo révélant un éclat, une blessure, une ombre. On l'appelait le poète des planches, l'homme qui avait fait vibrer des générations avec les enfants du paradis. Mais derrière le sourire discret et la voix douce se cachait un feu secret, nourri par des affrontements qu'il n'avait jamais vraiment oubliés. Car le théâtre, ce royaume fragile de passion, est aussi un champ de bataille invisible. Les loges sentent la poudre des rivalités, les couloirs murmurent les rancunes, et les rideaux rouges ont parfois abrité des haines silencieuses. Jean-Louis Barrault, avec son allure d'esthète et son désir de beauté, n'échappait pas à ses blessures d'ego. Derrière ses gestes élégants, il portait en lui le souvenir d'artiste qu'il ne pouvait pas voir en peinture. À 83 ans, alors que son souffle se faisait plus court et que le monde semblait déjà l'oublier, Barrault se serait confié, laissant glisser quelques noms comme on ouvre une boîte scellée depuis trop longtemps. 5 figures, 5 visages gravés dans sa mémoire comme autant d'épines au milieu des roses. Il y avait d'abord Louis Jouvet, le maître autoritaire dont l'ombre pesait sur ses débuts. Puis Jean Vilar, le tribun d'Avignon, frère ennemi d'une même passion. Plus loin, Jean Cocteau, le magicien des mots et des images, miroir déformant dans lequel Barrault se perdait. Il y eut aussi Roger Blin, compagnon de route devenu rival dans la conquête des avant-gardes. Et enfin, Arletty, la reine de les enfants du paradis, dont la présence éclipsait parfois son propre éclat. 5 noms, 5 histoires de fierté et de blessures. 5 combats que Barrault n'avoua jamais publiquement, mais qui marquèrent à jamais son chemin. Aujourd'hui, nous allons rouvrir ce rideau secret, suivre les pas de Barrault dans ses rivalités enfouies, et découvrir pourquoi, même au cœur de la gloire, certains visages lui étaient impossibles à supporter. Numéro 5, Louis Jouvet. Au commencement de sa carrière, Jean-Louis Barrault n'était encore qu'un jeune comédien avide de tout apprendre. Dans ce Paris des années 30, où les cafés bruissaient de débats littéraires et où les théâtres rivalisaient d'audace, un nom dominait la scène, Louis Jouvet. On le surnommait le prêtre du théâtre, figure austère, silhouette longiligne, regard pénétrant. Pour Barrault, qui cherchait à se tailler une place dans ce monde exigeant, croiser Jouvet était à la fois un honneur et une épreuve. Dans les loges du théâtre de l'Athénée, le jeune Barrault observait chaque geste de ce maître redouté. Jouvet imposait une discipline presque monastique, où chaque réplique devait être dite comme une partition, chaque silence pesait comme une note. Le théâtre, pour lui, n'était pas une fête improvisée, mais une messe solennelle. Barrault, fasciné et intimidé, se plia d'abord à cette rigueur, comme l'élève appliqué qui copie les traits du maître. C'est dans ce climat que se noua leur relation, une admiration mêlée de crainte. Barrault admirait la précision de Jouvet, sa capacité à faire vibrer une salle entière d'un seul souffle. Mais il sentait aussi que sous cette autorité régnait un carcan qui l'empêchait d'explorer ses propres intuitions. Pour le jeune acteur avide de poésie et de mouvement, Jouvet incarnait à la fois le phare et la prison. Les répétitions, longues et méticuleuses, devenaient des séances d'épreuve. Jouvet, intransigeant, reprenait chaque inflexion, coupait chaque envolée qu'il jugeait excessive. Barrault, qui rêvait de mêler théâtre et danse, mots et gestes, se voyait contraint de rester dans les lignes tracées par ce mentor implacable. Et pourtant, il savait qu'il devait passer par cette école de fer pour se forger. À travers Jouvet, Barrault apprit la discipline, la rigueur, le respect absolu du texte. Mais déjà, dans les coulisses, il sentait naître une tension intérieure. L'élève reconnaissait la grandeur du maître, mais aspirait à s'en libérer. Car derrière le rideau de velours, le jeune Barrault rêvait d'un théâtre plus libre, plus charnel, plus audacieux que celui que prenait le grand Louis. C'était le début d'un rapport ambivalent, où l'admiration côtoyait le ressentiment. Une graine de rivalité venait d'être semée, discrète mais tenace, et elle allait germer au fil des années. Si l'admiration avait été le premier lien, la désillusion en fut bientôt le revers. Car plus Jean-Louis Barrault grandissait, plus il ressentait le poids de l'ombre de Louis Jouvet. Ce dernier, auréolé de son prestige, ne supportait guère que ses élèves prennent trop d'initiative. Sa voix tonnait dans les répétitions comme une sentence, ses jugements claquaient comme un couperet. Barrault, avide d'inventer un langage scénique où le corps parlerait autant que la voix, se heurtait à un mur. Dans les couloirs du théâtre de l'Athénée, on racontait que Jouvet pouvait foudroyer un comédien d'un seul regard, réduire au silence les plus téméraires. Barrault, lui,
ne voulait plus être un simple instrument entre ses mains. Il rêvait d'une scène mouvante, où l'acteur serait aussi danseur, mime, poète. Chaque fois qu'il tentait une audace, Jouvet l'arrêtait net, comme pour lui rappeler que la scène n'était pas une aire de jeu, mais une cathédrale à respecter. Le conflit ne fut jamais ouvertement proclamé. Barrault ne critiqua pas son maître en public, et Jouvet ne le rejeta pas brutalement. Mais un froid s'installa, palpable, presque physique. Barrault, dans son cœur, comprit que pour exister, il lui faudrait rompre avec cette tutelle. Il quitta l'univers de Jouvet comme on s'arrache d'une emprise, à la fois reconnaissant et révolté. Ce départ fut le premier acte de son indépendance, mais aussi la naissance d'une rancune silencieuse. Car même lorsqu'il triompha plus tard avec Les Enfants du Paradis ou ses mises en scène visionnaires, Barrault savait que le fantôme de Jouvet planait encore sur lui. Dans chaque critique, dans chaque comparaison, il sentait la présence du maître qu'il avait voulu dépasser. Être-ce là l'amertume de toute filiation artistique, aimer celui qui vous élève, et en même temps le haïr pour les chaînes qu'il vous impose. Barrault ne s'en cacha pas, au soir de sa vie. Il avoua que Jouvet était l'un de ces visages qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Derrière l'applaudissement du maître, il n'entendait que des chaînes. Numéro 4. Jean Vilar. Au sortir de la guerre, la France rêvait d'un théâtre nouveau, ouvert à tous, comme une respiration après les années de silence et de censure. Dans ce climat naquit la rencontre entre Jean Vilar et Jean-Louis Barrault, deux hommes portés par la même conviction. Le théâtre ne devait plus être le privilège des salons dorés, mais l'affaire du peuple entier. Vilar, fils du Midi, avait la rudesse et la ferveur d'un tribun. On l'écoutait comme on écoute un chef de troupe qui rallie ses soldats. Son idée fixe, porter la scène jusque dans les places publiques, dans les citadelles, dans les villages. C'est lui qui, en 1947, planta son drapeau sur la cour d'honneur du Palais des Papes, donnant naissance au Festival d'Avignon. Pour Vilar, le théâtre devait être une arme démocratique, un espace où la République se rejouait soir après soir. Barrault, lui, portait en lui un autre rêve. Avec Madeleine Renaud, il dirigeait sa compagnie comme une arche poétique. Il croyait au théâtre comme à une fête des sens, un lieu de beauté pure, où la parole se mariait au geste, où l'émotion transcendait les barrières sociales. Il suivit de près les premiers pas de Vilar, admirant son énergie et son audace. Ensemble, ils partageaient des discussions passionnées, rêvant d'un art qui ne serait plus enfermé entre quatre murs. Dans ces années-là, une fraternité semblait possible. Les deux gens incarnaient une génération décidée à briser les vieux codes, l'un par la rigueur militante, l'autre par l'élan lyrique. Ils se croisaient dans les colloques, les festivals, les couloirs des ministères où l'on commençait à parler de démocratisation culturelle. Barrault saluait en Vilar un compagnon de route, presque un frère, qui partageait la conviction que l'art devait quitter sa tour d'ivoire. Mais cette fraternité, fragile comme une alliance sur un fil, allait bientôt se fissurer. Car si les deux hommes regardaient dans la même direction, ils ne voyaient pas le même horizon. Au fil des années, ce qui avait d'abord semblé une alliance se transforma en fracture. Jean Vilar et Jean-Louis Barrault partageaient le même désir d'ouvrir le théâtre, mais leurs routes se séparèrent comme deux fleuves au cours contraire. Vilar, avec son théâtre national populaire, faisait du spectacle un service public, quasi militant, où la scène devait refléter les combats du peuple, ses espoirs, ses luttes. Pour lui, l'acteur n'était pas une étoile isolée, mais le porte-voix d'une cause collective. Barrault, au contraire, poursuivait un rêve esthétique. Il croyait en un théâtre d'images et de poésie où l'émotion primait sur le discours politique. Pour lui, la scène devait être un sanctuaire de beauté, pas une tribune militante. Quand Vilar brandissait le théâtre comme une bannière, Barrault le caressait comme une lyre. Deux visions irréconciliables. Leurs débats, d'abord courtois, devinrent plus vifs. Dans les journaux, dans les colloques, leurs noms s'opposaient comme deux symboles. Vilar reprochait à Barrault son raffinement jugé élitiste, presque aristocratique. Barrault, lui, voyait dans le théâtre de Vilar une brutalité qui écrasait la grâce et réduisait l'art à un instrument. Derrière les mots polis, la rivalité était claire. Chacun incarnait une direction et la France culturelle devait choisir. Cette opposition atteignit son paroxysme dans les années 60. Les partisans de Vilar acclamaient Avignon comme le nouveau temple populaire. Ceux de Barrault défendaient le théâtre de l'Odéon, devenu sous sa direction un laboratoire poétique. Mais même ce bastion fut fragilisé par la tourmente de mai 68, lorsque Barrault fut sommé de quitter l'Odéon sous la pression politique. Vilar, silencieux ou critique, ne vint pas à son secours.
La fracture était consommée. Barrault en garda une blessure secrète. Il reconnaissait la grandeur de Villars, mais il savait aussi qu'ils n'étaient pas frères d'armes. Leurs chemins, un temps parallèle, devinrent deux lignes qui ne se croisèrent plus. Dans ses confidences tardives, Barrault résuma cette séparation par une phrase glaciale. Entre lui et moi, le théâtre était une frontière infranchissable. Numéro 3. Jean Cocteau. Dans le Paris des années 40, le nom de Jean Cocteau brillait comme une constellation insaisissable. Poète, cinéaste, peintre, dramaturge, il semblait tout embrasser, tout transformer en mythe. Pour le jeune Jean-Louis Barrault, encore marqué par ses années d'apprentissage, croiser Cocteau revenait à entrer dans un miroir magique, fascinant mais déstabilisant. Leur première rencontre eut lieu autour d'un projet théâtral. Cocteau, en quête d'acteurs capables de donner chair à son univers onirique, aperçut en Barrault une silhouette singulière, un corps souple, presque chorégraphique, une voix qui pouvait se plier aux images les plus étranges. Barrault, de son côté, admirait ce créateur total, qui jonglait avec les arts comme avec des éclats de verre. Il voyait en Cocteau un maître de l'illusion, un enchanteur des mots et des images. Rapidement, leur collaboration s'imposa comme une évidence. Barrault participa à des lectures, prêta sa présence scénique à des textes que Cocteau façonnait comme des vitraux fragiles. Ensemble, ils cherchaient un théâtre qui ne se contentait pas de raconter, mais qui transformait le réel en légende. Dans ces moments, Barrault avait le sentiment de toucher à une autre dimension, comme si Cocteau ouvrait devant lui une porte invisible. Mais derrière la magie, il y avait aussi l'ombre. Car Cocteau, charismatique et brillant, attirait à lui toute la lumière. Autour de lui, les artistes gravitaient comme des satellites, chacun essayant de capter un peu de son éclat. Barrault, discret et concentré, avait parfois le sentiment d'être réduit à un simple instrument dans l'orchestre flamboyant de Cocteau. Cette relation, faite d'admiration et de trouble, façonna profondément Barrault. D'un côté, il se nourrissait de l'imaginaire de Cocteau, de son audace visionnaire. De l'autre, il sentait poindre une inquiétude. Comment exister face à un créateur qui semblait absorber tout ce qui l'entourait? Entre l'élève émerveillé et l'artiste en quête d'identité, Barrault oscillait, partagé entre reconnaissance et méfiance. C'était l'aube d'un rapport complexe, où la fascination allait bientôt laisser place à la rivalité. Avec le temps, la fascination initiale de Jean-Louis Barrault pour Jean Cocteau se mua en malaise. Car plus il travaillait à ses côtés, plus il avait l'impression que son propre visage s'effaçait derrière le masque étincelant du poète. Cocteau, maître incontesté de la mise en scène de soi, transformait chaque collaboration en célébration de son univers. Pour Barrault, pourtant avide de tracer sa propre voie, cette emprise devenait une cage dorée. Lorsqu'ils montaient ensemble certains textes, le public et la critique n'avaient Dieu que pour Cocteau. On louait son génie, on célébrait son audace, et le nom de Barrault semblait n'être qu'une note de bas de page. Cette invisibilité rongeait l'acteur. Lui qui rêvait d'un théâtre où l'homme tout entier, corps et âme, s'exprimait, se retrouvait relégué au rang de silhouette dans les miroirs d'un autre. L'incompatibilité de leurs univers artistiques apparut au grand jour. Cocteau se plaisait dans le symbolisme, les images surréalistes, les mythes revisités. Barrault, lui, cherchait une vérité charnelle, une poésie incarnée, loin des labyrinthes trop cérébraux. Pour l'un, le théâtre était un poème de fumée, pour l'autre, une chair vivante. Ces divergences, d'abord feutrées, devinrent source de tension. Dans les répétitions, Barrault osait parfois s'opposer, proposer une nuance plus organique, mais Cocteau balayait ses remarques d'un geste impérieux, comme s'il refusait toute contradiction. Peu à peu, une distance glaciale s'installa. Barrault cessa d'admirer sans réserve. Il voyait désormais en Cocteau un enchanteur magnifique, mais aussi un ogre d'ego, dévorant ceux qui l'approchaient. Et dans ses confidences de fin de vie, l'amertume transparaissait. Il n'avait jamais pu lui pardonner cette impression d'effacement, cette sensation de n'être qu'une ombre dans un palais de miroirs. La phrase qu'il aurait laissée derrière lui résonne comme un verdict tranchant. Dans ces miroirs, je ne voyais jamais mon visage. Numéro 2. Roger Blin. Dans l'après-guerre, alors que Paris cherchait un nouveau souffle artistique, deux hommes arpentaient les mêmes couloirs enfumés des cafés et des petits théâtres, Jean-Louis Barrault et Roger Blin. Tous deux avaient la même soif de rupture, le désir d'inventer un théâtre qui ne ressemble à rien de ce qui avait existé auparavant. Blin, silhouette voûtée, regard sombre, portait en lui la fièvre des avant-gardes. Barrault, lui, avançait avec l'élan lyrique d'un poète du geste.
Au début, leurs chemins paraissaient parallèles, presque complices. Ils parlaient la même langue de révolte contre les institutions poussiéreuses, partageaient les mêmes nuits blanches à rêver d'un art nouveau. Barrault admirait en Blin cette capacité à aller chercher des textes intrépides, à tendre la main à des auteurs encore méconnus. Dans ses carnets, Blin notait déjà des noms comme Samuel Beckett, dont il pressentait la force souterraine. Il y avait entre eux une fraternité d'artisans du risque. Barrault, avec sa compagnie aux côtés de Madeleine Renaud, cherchait à mêler poésie, mime et théâtre total. Blin, plus rugueux, plus radical, explorait les marges, les écritures brûlées par le silence et l'absurde. Ils se retrouvaient dans les mêmes cercles, échangeaient des idées, s'écoutaient avec respect. Pour Barrault, Blin représentait une sorte de frère d'armes, un compagnon de quête dans une époque où l'art cherchait encore ses contours. Il partageait la conviction que le théâtre devait secouer les consciences, surprendre les spectateurs, les jeter hors de leur confort. Pendant un temps, cette proximité sembla promettre une collaboration fructueuse. Mais derrière cette fraternité couvait déjà une différence fondamentale. Car si Barrault avançait dans la lumière de la poésie, Blin marchait dans l'ombre de l'absurde. Et cette divergence, d'abord imperceptible, allait bientôt les éloigner comme deux étoiles attirées par des constellations opposées. Au tournant des années 50, la fracture entre Jean-Louis Barrault et Roger Blin devint irréversible, car un nom allait s'interposer entre eux, Samuel Beckett. L'auteur irlandais, encore inconnu, avait confié à Blin la mise en scène de An, attendant Godot. Ce choix, qui paraissait anodin au départ, allait bouleverser l'histoire du théâtre et marquer profondément Barrault. Barrault, qui rêvait depuis longtemps d'explorer les textes de Beckett, vit ce privilège lui échapper. C'est Blin que Beckett choisit, voyant en lui l'allié idéal, capable de porter sur scène la nudité et la cruauté de son univers. Quand Godot fit scandale puis triompha, Blin devint le dépositaire de cette révolution théâtrale. Barrault, lui, se retrouva à l'écart, réduit au rôle de spectateur d'une aventure qu'il aurait voulu mener. Cette blessure fut plus qu'une simple rivalité de carrière, elle fut vécue comme une mise à l'écart symbolique. Blin, avec son style dépouillé, tranchant, semblait incarner une modernité radicale qui reléguait l'esthétique lyrique de Barrault au rang d'ornement dépassé. Là où Barrault peignait la scène de couleurs et de mouvements, Blin la dépouillait jusqu'à l'os. Et le monde, fasciné par l'absurde beckettien, acclama Blin comme le guide d'une nouvelle ère. Pour Barrault, ce fut une humiliation silencieuse. Dans ses confidences tardives, il laissa transparaître une amertume. Il respectait le courage de Blin, mais ne pouvait lui pardonner d'avoir accaparé cet héritage. L'amitié des débuts s'était muée en distance glaciale, chaque succès de Blin ravivant la plaie. Il confia un jour, comme pour exorciser ce ressentiment, « Il me laissa attendre Godot, mais il ne vint jamais. » Numéro 1. Arletty. Dans l'histoire du cinéma français, peu de rencontres ont autant marqué la mémoire collective que celle de Jean-Louis Barrault et Arletty dans Les Enfants du Paradis. Nous sommes en plein cœur de l'occupation, dans un Paris étouffé par la guerre, mais les studios de la rue François Ier s'embrasent d'une énergie fébrile. Carnet et Prévert dirigent ce film qui deviendra une fresque éternelle, et Barrault y incarne Baptiste, le mime fragile, tandis qu'Arletty brille dans la peau de Garance, l'énigmatique séductrice. Dès les premières répétitions, l'alchimie artistique est évidente. Barrault, silencieux et délicat, donne à son personnage une profondeur de cristal. Arletty, libre et flamboyante, illumine chaque scène de son accent gouailleur, de sa présence magnétique. Ensemble, ils composent un duo qui marquera l'histoire du cinéma. Mais derrière la caméra, la réalité était plus heurtée. Arletty, déjà star consacrée, régnait sur le plateau avec une assurance souveraine. Elle entrait comme une reine dans un palais, saluait avec désinvolture, improvisait parfois avec une audace qui fascinait l'équipe. Barrault, plus réservé, travaillait ses gestes avec une discipline presque ascétique. Entre eux, les méthodes s'opposaient. Elle incarnait l'instinct, lui la rigueur. Pourtant, au début, cette opposition nourrissait leur complicité. Barrault admirait cette liberté sans filet, cette capacité à jeter sur la scène une énergie brute. Arletty, de son côté, respectait la délicatesse de Barrault, son sens du détail. Mais cette complicité fragile devait vite se fissurer. Car dans les coulisses, la hiérarchie des célébrités pesait lourd. Arletty attirait tous les regards, et Barrault sentait déjà que son éclat risquait d'être éclipsé par la lumière écrasante de sa partenaire. Ce fut la naissance d'une relation paradoxale,
faite à la fois d'admiration et de méfiance. Barrault, qui cherchait encore à affirmer son identité d'acteur, pressentait qu'Arletty, par sa personnalité volcanique, deviendrait autant une partenaire qu'une rivale. Si Les Enfants du Paradis fut une œuvre d'exception, il fut aussi le théâtre d'une rivalité sourde entre Jean-Louis Barrault et Arletty. Car derrière l'écran, les tempéraments s'entrechoquaient comme deux forces contraires. Arletty, auréolée de sa gloire, avait l'habitude de dominer la scène par sa seule présence. Elle improvisait parfois, cassant la rigidité des dialogues avec une réplique inattendue, une intonation gouailleuse qui faisait rire l'équipe. Barrault, lui, répétait inlassablement chaque geste, ajustait la moindre inclinaison de son corps, cherchant la perfection du mime. Ces deux méthodes, opposées comme le feu et l'eau, finissaient par créer des tensions. Sur le plateau, Barrault supportait mal d'être sans cesse ramené à l'ombre de Garance. Chaque fois que les projecteurs s'allumaient, le charme incandescent d'Arletty happait l'attention, reléguant le fragile Baptiste au second plan. Les critiques, plus tard, confirmèrent cette impression. On louait Arletty, on célébrait sa voix, son indépendance, son éclat, tandis que Barrault n'était parfois évoqué qu'en contrepoint de sa partenaire. Cette asymétrie le blessait profondément. Derrière son calme apparent, il ruminait une sourde frustration. Lui qui avait donné au personnage de Baptiste une vérité bouleversante, se voyait réduit à n'être que l'ombre d'une étoile trop brillante. Entre eux, la cordialité professionnelle subsista, mais leur complicité initiale se délita. Les regards se firent plus froids, les échanges plus rares. Au soir de sa vie, Barrault évoqua cette douleur avec une lucidité glaciale. Arletty, disait-il, régnait en souveraine sur ce « paradis de cinéma » et lui, malgré son talent, n'était qu'un spectre à ses côtés. Cette amertume, il ne la formula jamais sur la place publique, mais elle resta gravée comme une cicatrice secrète. La phrase qu'il laissa résonne encore comme un aveu amer. Sur le paradis, elle régnait, moi j'étais son ombre. Au crépuscule de son existence, Jean-Louis Barrault s'était retiré dans une discrétion presque monacale, auprès de Madeleine Renaud, son indéfectible compagne de vie et de scène. Ensemble, ils formaient un couple qui avait traversé le siècle comme deux funambules, avançant toujours sur le fil fragile du théâtre. Dans ce silence des dernières années, Barrault repassait sans doute les visages de ceux qui l'avaient accompagné, aimé ou blessé. Les noms de Louis Jouvet, Jean Vilar, Jean Cocteau, Roger Blin et Arletty n'étaient pas seulement des souvenirs amers. Ils étaient les pierres d'un chemin jalonné de luttes et de contradictions. Chacun d'eux avait contribué à forger, par le conflit autant que par l'admiration, l'identité de Barrault. Car l'art, comme la vie, se nourrit autant des blessures que des triomphes. À travers ses confidences tardives, Barrault ne cherchait pas à régler des comptes, mais à révéler l'envers de son histoire. Un homme sensible, écartelé entre l'élan poétique et la dureté des rivalités. Ses rancunes n'étaient pas de simple haine, mais les cicatrices laissées par les affrontements nécessaires à toute quête artistique. Aujourd'hui, son nom reste attaché à la grâce de Les Enfants du Paradis, à la beauté fragile de Baptiste, à ses mises en scène visionnaires. Mais derrière cette lumière, subsiste l'ombre de ces 5 visages qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Et peut être, est-ce là, le vrai héritage de Jean-Louis Barrault? Nous rappeler que même les poètes portent en eux des combats invisibles et que derrière chaque chef-d'œuvre sommeille une part de solitude, de fierté blessée et de silence.